Parfois, l'histoire ne tient qu'à un homme. Un roi. Un guerrier. Un visionnaire. À la fin du 5e siècle, alors que l'Empire romain d'Occident s'est effondré, que les peuples barbares s'affrontent pour un morceau de pouvoir, un jeune chef franc se lève. Il s'appelle Clovis, et il va changer le destin de la Gaule, poser les fondations d'une future nation, et donner naissance à une dynastie millénaire. Sa vie est une légende. Son nom, un symbole. Son héritage, immense. Voici l'histoire du premier roi de France, Clovis Ier, le conquérant, le converti, le fondateur. Un jeune roi dans un monde en ruine. Clovis naît vers 466, dans un monde en plein chaos. L'Empire romain s'est effondré, les provinces sont livrées à elles-mêmes, et les tribus barbares se disputent les ruines de la Gaule. Il est le fils de Childéric Ier, roi des Francs-Saliens, un peuple germanique installé dans le nord de la Gaule. À la mort de son père, en 481, Clovis hérite du trône. Il a à peine 15 ans. Mais très vite, le jeune roi montre qu'il n'est pas un souverain ordinaire. Il est ambitieux, rusé, impitoyable, et guidé par une idée folle, unifier tous les Francs sous un seul sceptre, et dominer la Gaule. La bataille de Soissons est le vase qui brisa le silence. En 486, Clovis affronte Siagrouilus, dernier général romain de la région. À Soissons, il remporte une victoire décisive. Ce triomphe met fin à la présence romaine dans le nord de la Gaule. Mais c'est après la bataille qu'une légende naît. Celle du vase de Soissons. Alors que les soldats pillent la ville, l'évêque de Reims supplie Clovis de lui rendre un vase sacré. Le roi accepte. Mais lors du partage du butin, il demande à récupérer le vase pour le rendre à l'église. Un soldat s'y oppose, violemment, et brise le vase d'un coup de hache, devant tout le monde. Clovis ne dit rien. Il ne montre ni colère, ni rancune. Mais un an plus tard, alors que ses hommes défilent devant lui, il retrouve le soldat et brise son crâne avec sa propre hache, en disant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». Ce geste, implacable, entre dans la légende. Il montre que Clovis ne pardonne jamais un affront, mais sait attendre, frapper au moment juste. Il est un roi. Mais aussi un stratège redoutable. L'unification des Francs et les conquêtes durant les années qui suivent, Clovis mène une série de guerres éclairs. Il écrase les Alamans, affronte les Visigoths, repousse les Burgondes, et surtout, unifie les tribus franques qui jusque-là se disputaient des territoires. À la bataille de Vouillers, en 507, il bat le roi wisigoth Alaric II et s'empare de l'Aquitaine. En quelques années, il transforme son royaume en une puissance dominante, s'étendant des Flandres aux Pyrénées. Clovis n'est plus un simple chef de guerre. Il est désormais le roi de tous les Francs. Le miracle de la conversion, mais la plus grande victoire de Clovis, n'est pas militaire. Elle est spirituelle. Maria Clotilde, une princesse catholique, Clovis est longtemps resté fidèle aux croyances païennes de son peuple. Mais au cours d'une bataille contre les Alamans, voyant ses hommes en difficulté, il implore le dieu de Clotilde de lui venir en aide. La victoire arrive. Touché, ébranlé, il décide de se convertir. Et c'est à Reims, probablement en 496, que Clovis reçoit le baptême des mains de l'évêque Saint-Rémy. Avec lui, 3000 de ses soldats sont baptisés. Ce moment est historique. Il marque l'alliance entre le royaume franc et l'église catholique romaine. Clovis devient le premier roi barbare chrétien de l'Occident. Ce geste aura des conséquences immenses, il légitime son pouvoir, assure la fidélité des Gallo-Romains, et ancre son royaume dans l'histoire chrétienne de l'Europe. Saint-Rémy lui aurait dit, courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. L'ordre, la loi et l'héritage. Clovis ne se contente pas de conquérir. Il veut organiser. Il établit une loi commune, la loi salique, un code écrit qui fixe les règles de justice dans son royaume. Une loi qui influencera des siècles de droit en France. En 511, il convoque un concile à Orléans, réunissant les évêques du royaume. Il affirme son autorité sur l'Église, tout en respectant son rôle spirituel. Il devient un roi sacré, choisi par Dieu et guidé par la foi. Mais le 27 novembre 511, à Paris, Clovis meurt. Il a environ 45 ans. À sa mort, il laisse un royaume puissant, qu'il partage entre ses 4 fils. Une tradition qui provoquera guerre fratricide, mais qui n'effacera jamais l'empreinte de Clovis sur l'histoire. Conclusion: Clovis n'était pas un roi comme les autres. Il fut le fondateur d'un royaume, le premier roi chrétien de ce qui deviendra la France, unificateur des Francs, bâtisseur d'un État et d'un peuple.
Son nom a traversé les siècles. Son baptême est considéré comme la naissance symbolique de la France. Sa légende, de Soissons à Reims, résonne encore aujourd'hui dans les pierres de nos cathédrales et dans les pages de nos livres. Clovis a prouvé que le courage, la foi et l'intelligence politique peuvent façonner un empire. Il n'était pas un saint. Il n'était pas toujours juste. Mais il fut, sans conteste, le roi qui fit de la poussière de l'empire un royaume nouveau.